À l'aube de la fête de la Nativité, Vert Info et toute l'équipe vous souhaitent joyeux Noël. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour suivre cette émission. Comment améliorer l'offre nationale d'actifs de carbone en République démocratique du Congo? La problématique a été au cœur d'abord des focus group entre, d'une part, le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT, et d'autre part, l'administration publique, la société civile et les défenseurs des droits des communautés, puis de l'atelier de mise en commun des résultats des focus group. L'essentiel de cette émission, Madame, Messieurs, sera consacré à cette question de marché carbone en République démocratique du Congo, avant de parler, bien sûr, des questions d'accès à l'énergie et de gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo, avec la défense de la première thèse de doctorat de l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro, avant-dernier d'ailleurs, de votre magazine environnemental et de développement durable Vert Info pour cette année 2024. On entend souvent parler de marché carbone. De quoi s'agit-il au juste? Regardez plutôt cet élément de nos confrères de l'agence France Presse. Le marché du carbone est un instrument de politique publique qui permet de transformer le CO2 en actif économique comme d'autres biens. Comment fonctionne ce mécanisme? L'État définit une limite maximale d'émissions de CO2 en attribuant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, par secteurs industriels. Chaque année, toutes les usines doivent disposer d'autant de quotas que d'émissions de CO2. Prenons l'exemple d'une usine qui dépasse son plafond. Une cimenterie qui dispose d'un quota de 300 000 tonnes annuelles, mais elle en a émis 360 000 à cause d'installations vieillissantes. L'usine va acheter 60 000 quotas de CO2 à une autre installation industrielle qui, elle, a réduit ses émissions de CO2 en dessous de son quota et qui vend sur le marché son surplus de quotas. Comme par exemple une centrale thermique au gaz après avoir modernisé sa chaudière. La centrale encaisse alors la valeur de la vente de 60 000 quotas de CO2 vendus à la cimenterie au prix du marché pour rentabiliser son investissement de modernisation. Cette politique publique de marché du carbone a pour but d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions en investissant dans des technologies moins polluantes. Au-delà des efforts fournis par le gouvernement de la République dans la réglementation des marchés carbone, la société civile, quant à elle, veut pousser le gouvernement à améliorer l'offre nationale d'actifs de carbone en République démocratique du Congo. C'est la raison même de la tenue d'abord de focus group, comme nous l'avions dit tantôt, entre le CODELT, le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité d'une part, et d'autre part, l'administration publique, la société civile et les défenseurs des droits des communautés. Des travaux financés par Olof Palme International Center. Voici les détails dans ce reportage. En présence des représentants du gouvernement, organisations de la société civile et associations communautaires, partenaires techniques et financiers ainsi qu'experts et consultants en marché des carbones, l'atelier des mises en commun des résultats des focus group s'est tenu avec un credo crucial, celui de la consolidation des recommandations pour l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone et intégration de la transition juste. Organisé par le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT, cet événement s'est déroulé à Kinshasa avec un objectif clair: mieux positionner la RDC sur ses marchés tout en intégrant le principe d'une transition juste. Floribert Niamoga, expert en marché des carbones, a rappelé ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un système d'échange des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui sont certifiés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En fait, les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre ont résulté dans le réchauffement planétaire. On veut limiter le réchauffement planétaire en réduisant les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. C'est ainsi qu'on a essayé de trouver des mécanismes pour inciter les gens à réduire leurs émissions, et les réductions qui sont arrivées à réaliser, on peut leur délivrer des certificats. Et ces certificats, ils vont aller les négocier avec des personnes qui ne pourront pas atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions et qui voudraient compenser leur dépassement par les réductions qui ont été atteintes par d'autres projets. Pour enrichir le débat, les travaux se sont déroulés en 3 groupes thématiques:
Le premier s'est concentré sur la gouvernance et cadre institutionnel, le deuxième sur la participation des communautés et le respect des droits humains, et enfin le troisième sur la mobilisation des ressources financières et les techniques d'accompagnement. Chaque groupe a identifié les problèmes et proposé des recommandations pour inscrire en lettres d'or le marché carbone en RDC. Une feuille de route stratégique a été adoptée pour améliorer la gouvernance, renforcer la coopération entre acteurs et garantir des bénéfices équitables pour les communautés vivant aux côtés des projets de carbone. Floribert Nyamoga a souligné l'importance de la collaboration dans ces processus. On a remarqué que le gouvernement est en train de travailler sur la régulation d'un marché. Mais un marché, ça veut dire une offre et une demande. Nous avons constaté au sein de la société civile qu'il n'y a pas encore une offre suffisante de crédit carbone pour la RDC de façon à ce qu'on puisse avoir de la matière à réguler sur le marché. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait une dizaine de projets de la RDC qui soient actifs, des projets carbone. Et avec 10 projets, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien de créer tout un organe de régulation pour 10 projets. Nous, on s'est dit, pendant que le gouvernement travaille sur la régulation, sur la gouvernance, nous, on va travailler sur les conditions qu'il faut mettre en place pour accroître l'offre nationale de crédit carbone. Notre souhait, c'est de voir que demain, après-demain, dans une année, dans 5 ans, on puisse avoir une centaine de portefeuilles carbone au Congo, 200, 300, 400, pourquoi pas, afin que l'autorité qui va réguler puisse avoir vraiment de la matière. Et peut-être que dans les jours qui viennent, on peut développer une bourse de carbone au Congo lorsqu'on aura généré assez de crédits pour créer une place boursière pour pouvoir les revendre et mieux en tirer les meilleurs bénéfices. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes inscrits dans cette démarche pour compléter celle que l'État est en train de mettre en place. Avec cet engagement et le soutien des partenaires comme Rocevac et Olof Palme International Center, la RDC pourrait devenir un acteur clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Un comité de suivi sera mis en place pour garantir la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Restons encore dans ce sillage. Après le focus group, toutes les parties prenantes se sont retrouvées au cours d'un atelier de mise en commun des résultats en intégrant les principes de la transition juste. Bertin Al-Béchir était présent lors de cette activité. Images et commentaires. Après le focus group organisé avec le secteur privé lundi 16 décembre, c'était au tour de l'administration publique et de la société civile ainsi que des défenseurs des communautés de prendre part à cet exercice mercredi 18 décembre 2024. Au cœur des échanges, un dialogue stratégique sur l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone en RDC, tout en cherchant à positionner le pays sur les marchés mondiaux du carbone et en intégrant les principes de la transition juste. Il s'agit de voir comment est-ce que le gouvernement devrait améliorer les marchés des crédits carbone, d'autant plus que nous voyons à ces moments il y a plusieurs actifs dans ce sens, mais il semble qu'il y a une faiblesse de la manière d'agir du gouvernement. C'est pour cela que ce focus group a été convoqué aujourd'hui, pour que nous puissions réfléchir ensemble avec d'autres institutions, outre le ministère de l'Environnement, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que le gouvernement doit améliorer son actif dans les marchés carbone. La première équipe, constituée des représentants de l'administration publique, particulièrement des délégués du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a apporté sa contribution pour un marché carbone digne de ce nom pour la RDC sur le plan juridique, financier et de respect des droits des communautés locales. L'importance du gouvernement sur les marchés de carbone, ce n'est pas seulement de réguler, c'est d'abord de créer ce marché national. Il n'existe pas. Il est très embryonnaire dans l'état actuel des choses. Il est très embryonnaire. C'est quelques initiatives que vous voyez. Vous entendez ERA, vous entendez WWF, vous entendez IBI Bateke. Vraiment, ce sont des initiatives à compter sur le bout des doigts, si on peut dire ainsi. Même lorsque vous allez dans les registres de différents standards, vous ne trouvez pas beaucoup de projets en RDC. On trouve aussi à peine quelques projets avec des foyers améliorés, etc. Et donc, il n'y a pas grand-chose à réglementer. On peut mettre en place toute une infrastructure de réglementation la mieux pensée possible, mais quand il n'y a pas de matière à réglementer, bon, on reste là avec ses règlements, son cadre, et puis
il n'y a rien qui vient. Et donc on a pensé que le rôle du gouvernement devait aussi inclure les approches pour donner de l'impulsion au marché, qu'il y ait vraiment plusieurs acteurs qui génèrent des crédits carbone. Le marché carbone constitue une opportunité pour la RDC pour renflouer les caisses du trésor public, harmoniser les actions et mobiliser toutes les parties prenantes en récompensant les efforts des communautés locales dans la conservation des écosystèmes forestiers. Le marché carbone est un marché qui apporte au trésor public un surplus pour permettre au développement durable du pays. C'est aussi une sorte d'économie nationale qui permet au pays d'avoir des dividendes. Les communautés locales détiennent les terres où sont les concessions forestières ainsi que d'autres concessions. Le gouvernement doit tenir compte de leur travail, de tout ce qu'ils font pour conserver les concessions forestières où l'on tire ces crédits carbone. D'où ils doivent être bénéficiaires d'une part de la manière dont les crédits se vendent et d'autre part d'améliorer aussi leurs conditions de vie dans la société de ces communautés locales. La seconde équipe, celle des organisations de la société civile, des défenseurs des droits des communautés, a également réfléchi sur la même question de l'offre de crédit carbone en RDC. Elle a identifié les défis qui entravent l'accès de la République au marché carbone, proposé des mécanismes pour intégrer la transition juste dans les projets carbone, favoriser une collaboration étroite entre le secteur public et privé, tout en renforçant la transparence et la certification des actifs de carbone au niveau national. Okay. Donc la communauté doit être éclairée parce que lorsque nous parlons marché carbone, on ne voit pas est-ce que ça ils doivent être sensibilisés. Cette question des clauses sociales, moi je pense que notre code forestier devait être bien définir parce que si je parle dans le secteur minier, vous voyez le secteur minier aujourd'hui, cette question a été bien réglementée. Bien que ça pose encore problème, mais quand vous lisez la loi, vous voyez que la répartition est faite d'une manière, je peux me dire d'une manière équitable, mais c'est seulement la gestion qui pose problème. Donc c'est une question que les codes miniers ou les codes forestiers plutôt devaient aussi régler cette question pour permettre à la communauté, à chaque fois qu'il y a des discussions sur les clauses sociales, qui vont participer à ces discussions, quelles sont les matières qui seront traitées au cours de ces... Parce qu'il se pose la question des matières lorsqu'on discute sur les cahiers des charges. On est en face des communautés qui ne connaissent absolument rien, qui n'ont pas assez d'informations sur les revendications qu'ils peuvent donner à ces entreprises-là. On peut se poser la question, mais pourquoi alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça serait nous, société civile, quand nous allons sur terrain, nous ne facilitons pas assez bien avec les communautés? Il y a peut-être aussi une petite remise en cause qu'on devrait faire concernant notre travail peut-être sur terrain, qu'on ne fait pas d'une aussi bonne façon. Vous parliez de renforcement de capacité, je pense que c'est aussi nécessaire. Il y a lié des cartographies, soit délimiter les réserves entre les forêts de la communauté locale et la réserve. Parce qu'il y a des fois des bonobos, des animaux comme bonobo, qui vont dans des forêts non concernées par la réserve. Et ça crée des incompréhensions entre les communautés. Si c'est que ça a amené même des troubles, il y a eu même des morts. Moi, je pense que la société civile pourrait aussi accompagner les communautés qui vivent dans ce genre d'endroits. Si réellement ces populations bénéficient justement de retomber cette vente carbone, il faut que la société civile soit là pour accompagner ceux qui devraient être des bénéficiaires de cette vente-là. La société civile peut mener un plaidoyer pour que au moins le gouvernement puisse avoir toute une loi spécifique pour régler le marché des crédits carbone. Parce que s'il y a une loi spécifique dans ce secteur-là, moi je pense que même les entreprises, même les filiales qui migreraient vers la société de conservation, mettra en application les règles qui seront les dispositions. Il est sans nul doute que la République démocratique du Congo, grâce à ses forêts tropicales et ses tourbières, détient un potentiel immense pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Toutefois, le pays doit surmonter les obstacles administratifs, financiers, juridiques et techniques pour devenir un acteur clé dans les marchés de carbone et tirer le maximum de dividendes. Signalons que ce focus group organisé par le Conseil pour la défense environnementale
par la légalité et la traçabilité Codelt, a bénéficié de l'appui financier de Olof Palme International Center en collaboration avec les réseaux des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROCEVAC. Parlons accès à l'énergie à présent. Dans son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé un bilan évolutif de la situation énergétique en République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, à en croire le réseau Mwangaza qui milite pour l'accès de tous les Congolais à l'énergie. Au cours d'un point de presse, cette plateforme d'ONG a indiqué que l'accès à l'énergie en RDC est toujours un casse-tête pour les Congolais. Retrouvons une fois de plus Bertin Al-Bachir dans ce reportage. La gestion durable de ces ressources, en réponse aux engagements internationaux, représente un impératif pour assurer le bien-être des populations actuelles et des générations futures. La nécessité de convertir ce potentiel en richesse réelle appelle à des efforts accrus et à l'abandon d'une vision limitée aux seules potentialités. C'est ce discours du président de la République à la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, qui a mis la puce à l'oreille du réseau Mwangaza, qui a analysé les aspects liés à l'accès universel à l'énergie en faveur des Congolais pour tenir ses points de presse. Le réseau Mwangaza a suivi avec attention le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, prononcé le mercredi 11 décembre 2024. Parlant de l'accès à l'énergie, il a soutenu ce qui suit. Notre croissance économique durable exige un accès fiable, abordable et pérenne à cette ressource. Elle demeure le moteur de la transformation de matières premières, le socle de l'innovation technologique et un facteur clé de la compétitivité de nos entreprises. Le réseau Mwangaza note que malgré cette volonté exprimée et l'engagement de l'État congolais dans l'initiative Compact Énergie, avec le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, certaines préoccupations demeurent. Il s'agit notamment, premièrement, le taux d'accès à des populations à l'énergie électrique à travers le territoire national reste parmi les plus faibles en Afrique et dans le monde. Dans le contexte actuel de la transition énergétique, la RDC n'a pas toujours de politique nationale énergétique, de vision claire, de plan d'électrification capable d'orienter le développement du secteur des énergies en général et celui des énergies renouvelables en particulier. Fort de l'article 48 de la Constitution de la RDC qui stipule, je cite, le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Fin de citation, le réseau Mwangaza veut de l'effectivité de ces droits pour tout Congolais. Nous avons produit un document ou un communiqué de presse en rapport avec ce besoin de l'effectivité de l'accès pour tous à l'énergie. Ce besoin de respecter le droit, n'est-ce pas, des communautés locales en ce qui concerne l'accès à l'énergie. Déjà, on part du principe ou carrément du fait que la Constitution de la RDC garantit l'accès pour tous à l'énergie. Depuis son existence, le réseau a mené plusieurs activités et actions pour exiger au gouvernement de la République l'accès des Congolais à l'énergie, même si l'action en justice n'est pas encore envisagée, a fait remarquer Maître Dona Kambola de l'IBGDH et Maître Jimmy Mungouriek, directeur pays des ressources Matters. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'un droit constitutionnel, c'est un droit de l'homme, donc un droit fondamental. Cependant, cela dépend de l'option levée par les réseaux. Et jusqu'à présent, pour votre gouvernement, les réseaux n'ont pas encore levé l'option d'une action en justice comme moyen d'action. Et au moment opportun, peut-être que les réseaux pourraient réfléchir sur ce genre d'action. Aujourd'hui, le réseau est en train de mener des recherches, de documenter les plaintes des populations,
faire le plaidoyer vis-à-vis des autorités et essayer effectivement de faire le monitoring de tout ce qui est comme initiative gouvernementale pour arriver à l'effectuer de ces droits. Et donc, tout clairement, le réseau n'a pas encore opté les actions en justice comme parmi les moyens de ces actions pour arriver à ces objectifs. À partir du moment où le gouvernement considère également l'électricité comme un produit de première nécessité, il en va de soi que le gouvernement prenne alors les mesures conséquentes pour garantir ce droit à l'électricité qui est un produit de première nécessité. Donc c'est une interpellation en fait même du réseau Mwangaza pour que l'État réponde à sa responsabilité par rapport à ce caractère qu'il lui-même a donné à l'électricité. Taux d'accès à l'énergie, politique nationale énergétique, planification nationale énergétique. Autant d'aspects passés au peigne fin par le réseau Mwangaza. On constate que déjà ici, le taux d'accès à l'énergie n'a pas évolué. Certains parlent de ce qu'ils vont dire, 21, 17, 15%, 7%, mais sur terrain, les organisations ont constaté qu'il n'y a pas d'amélioration. Ça, c'est une chose. Toute la question de la politique nationale de l'énergie. On parle de la transition énergétique, mais le pays n'a pas toujours de politique nationale de l'énergie. Nous avons parcouru la question de la planification énergétique. Où est-ce qu'on en est? Le pays n'a pas une planification nationale énergétique, comme aussi les provinces n'ont pas de plans d'électrification au niveau des provinces. Il y a plusieurs constats justement qui ont été faits et ici, cela nous a renvoyé justement à réorganiser notre travail pour 2025 pour cibler les axes stratégiques qui peuvent aller dans le sens de répondre aux attentes des communautés locales, des populations congolaises. Par ces actions, le réseau Mwangaza aspire à l'atteinte de l'objectif de développement durable 7 qui exige de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Terminons cette émission avec l'enseignement supérieur et universitaire. Sachez que l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa a son premier docteur à thèse. Il s'agit de Keshnit Jamel qui a obtenu son doctorat avec la mention « Plus grande distinction » intitulée de sa thèse défendue dernièrement « Approche innovante intégrant la modélisation hydraulique et la télédétection pour une meilleure prise de décision de la navigation fluviale et des opérations des ressources en eau dans le bassin du Congo ». Regardez plutôt ce reportage. Il est le premier docteur de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa. Lui, c'est Keshnit Jamel qui a défendu sa thèse de doctorat jeudi 12 décembre 2024 devant un jury exceptionnel composé d'éminents professeurs du pays comme de l'étranger. Intitulé de sa thèse « Approche innovante intégrant la modélisation hydraulique et la télédétection pour une meilleure prise de décision de la navigation fluviale et des opérations des ressources en eau dans le bassin du Congo ». Promoteur de la thèse, le professeur Raphaël Chimanga, premier copromoteur, professeur Abdelhadi Amari de l'École nationale supérieure d'hydraulique d'Algérie et deuxième copromoteur, professeur Marc Treg de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Après les us et coutumes universitaires relatives à la défense, la parole a été donnée aux récipiendaires. Nous avons aussi des espèces ou bien de biodiversité. Une défense faite avec brio, répondant aux questions du jury qui se retire à huis clos après pour statuer. Résultat obtenu. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Nit Jamel a réussi avec la mention plus grande distinction. Une plus grande distinction au vu de la pertinence du sujet abordé par les récipiendaires qui a épaté le jury et même le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe. C'est une joie extrême. Et d'abord de montrer que l'Afrique est une, parce que l'école régionale de l'eau est ouverte à accueillir toutes les compétences. J'ai assisté personnellement à une thèse de très haute facture. Et donc l'implication dans la transformation, dans la gestion au quotidien, notamment des inondations, dans la ville de Kinshasa est d'importance capitale. Devenu docteur, Jamel Keshnit a droit aux insignes de son rang. Devant le jury, c'est le recteur de l'université de Kinshasa qui s'en charge.
Désormais, Djamel Keshnit est entré dans les panthéons de ceux qui ont prouvé à la face du monde son savoir-faire en explorant un secteur qui jusque-là était peu exploré par les scientifiques. Il ouvre ainsi la voie à d'autres chercheurs pour poursuivre la recherche dans ce secteur aussi important qui est celui de l'eau et de ses services au profit des populations congolaises, sous-régionales et africaines et même du monde. J'étais très content d'avoir vraiment ces résultats obtenus lors de ce travail. Nous avons vraiment donné beaucoup d'efforts et beaucoup d'intérêt. Donc le bassin du Congo présente des potentialités en termes des ressources en eau. Et ce que nous avons essayé de faire dans ce travail-là, c'est un peu de montrer une application directe qui concerne la navigation. Dieu merci, nous avons pu arriver à des bons résultats. C'est que ce sont des choses qui peuvent être opérationnelles, c'est que peut être utilisées dans le cadre professionnel. Et je pense que c'est ça l'objectif d'un travail scientifique, c'est de répondre à un besoin qui est pratiquement opérationnel, quoi. À quoi servira ce travail quand on sait que des milliers, si pas des millions de thèses sont rangées dans les bibliothèques? L'objectif, en fait, c'était de produire un travail, mais un travail qui sera vraiment pratique sur le plan opérationnel. Ça ne sert à rien de faire la science pour faire la science ou bien pour classer les mémoires dans les bibliothèques, mais il faut vraiment orienter les travaux scientifiques dans le cadre opérationnel. Ce que nous avons proposé, c'est carrément un système de navigation qui peut être adopté par les autorités fluviales, par les autorités du transport aussi, par les autorités d'aménagement. Donc nous offrons vraiment une base de données qui peuvent être vraiment capitalisées et utilisées pour des applications pratiques. Mais le plus heureux de tous, c'est cet homme, le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et promoteur de la thèse. Avec cette école, nous allons former des cadres de la RDC, de l'Afrique, qui vont devoir aborder les questions émergentes de gestion durable des ressources en eau. L'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages, elle doit être valorisée. Et les efforts de l'école régionale de l'eau, c'est dans ce sens-là de la valorisation de nos ressources en eau. L'école régionale de l'eau de l'UNIKIN a son premier docteur, mais le travail de formation reste encore immense, a souligné le professeur Raphaël Chimanga, directeur de cette école. Madame, Monsieur, voilà qui boucle cette livraison de votre magazine environnemental et de développement durable Vert Info. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain. Toujours même heure, même chaîne. Au revoir et à très bientôt. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr, comme l'avions dit tantôt, le mardi prochain à la même chaîne et à la même heure. Au revoir et à très bientôt.